Les 50 000 entreprises d'ici 5 ans qui vont être à reprendre, il va falloir qu'il y ait une couple de jeunes qui cliquent. Il y a super de belles opportunités partout. Mythe numéro 1 qu'on entend, il n'y en a pas de repreneurs. C'est tough à trouver. Moi, j'ai quitté ma job en finance pour me concentrer à 100% sur la recherche d'une entreprise. C'est pas de plan B, là. Non. Une transaction, il faut que ça soit bon pour moi, que ça soit bon aussi pour l'autre qui achète. Puis qu'est-ce qui est bon pour l'entreprise, la pérennité de l'entreprise, puis que ça reste au Québec, puis que ça se développe. Les entrepreneurs sont groomés pour bâtir des business, mais pas pour les vendre. Fait que c'est comme pas naturel comme réflexe. Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Parce qu'on a à cœur le Québec d'aujourd'hui et de demain, on est là pour soutenir les leaders d'ici, engagés, visionnaires et passionnés. Ensemble, on s'investit pour avoir un impact positif sur notre société. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeants. Étienne Crévier à l'animation qui vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode, en fait, spécial reprenariat présenté par le gouvernement du Québec. Les Dérangeants, c'est quoi? Vous nous connaissez après 8 saisons. C'est le podcast de la nouvelle génération des entrepreneurs, fièrement présenté par le Fonds de solidarité FTQ. Aujourd'hui, avec mon acolyte Marie-Josée Richer, en fait, on va creuser un sujet comme notre dernier épisode sur le spécial du reprenariat parce que le gouvernement du Québec mène une campagne pour sensibiliser les entrepreneurs à l'importance de transférer son entreprise au Québec. Et on le sait, on a 50 000 entreprises qui vont devoir trouver preneur dans les 5 prochaines années. Il y a un site web pour en apprendre davantage, c'est le québec.ca/accompagnement reprenariat, où est-ce qu'il y a une foule de ressources pour vous aider. Aujourd'hui, pour l'épisode, on parle souvent de lancer une entreprise comme si c'était donner naissance à un nouveau bébé, vraiment de se mettre corps et âme, mais on parle très peu, en fait, de l'étape où on laisse son enfant partir, vivre sa vie avec un ou une inconnue. Vendre son entreprise, c'est pas juste, en fait, préparer sa retraite plate avec des sandwichs, pas de croûte. C'est vraiment plus compliqué que ça. On va pas s'acheter un condo en Floride puis justement laisser tout derrière. Il y a une étape de plus. C'est une greffe d'organes à cœur ouvert. C'est compliqué. Puis aujourd'hui, sur le plateau, on a le donneur et le receveur de ce cœur-là. C'est une fondatrice d'expérience qui a passé le flambeau de sa boulangerie artisanale de 70 employés. Et le gars, le receveur, c'est un gars de la finance de 28 ans qui a décidé de s'endetter pour acheter du levain. C'est le clash sur papier total, mais la réalité, elle, est fascinante. Donc, préparez-vous à un épisode où est-ce qu'on reçoit Evelyne Trempe, en fait, une entrepreneure ô combien inspirante qui est derrière des projets comme Orage, Lolé et qui a décidé de racheter il y a 10 ans l'Amour du pain pour finalement la revendre à Jordan Di Corpo, entrepreneur de 28 ans, aujourd'hui âgé de 30 ans, qui nous explique comment ils ont fait. On écoute ça à l'instant. Evelyne, Jordan, bonjour, bienvenue aux Dérangeants. Merci de nous recevoir. Écoute, merci. Evelyne, ça faisait longtemps qu'on voulait te recevoir, en fait. Tu le sais pas, mais ton nom était sur la shortlist pour chacune des saisons, je pense depuis 3 saisons, parce qu'avec ton CV, tu as fondé Orage, Lolé, maintenant l'Amour du pain, qui est un projet de reprenariat, en fait, mais tu es très peu connu. Tu n'as pas cherché le spotlight. Tu es une entrepreneur dans l'âme, en fait. Je serais curieux, avant de tomber dans le vif du sujet aujourd'hui, de comprendre comment est-ce que l'entrepreneuriat est arrivé sur ton radar de vie? Ben, écoute, c'est sûr que mes parents sont entrepreneurs. Tu sais, la famille, c'est des entrepreneurs. Tu es tombé dans la potion magique, là, très jeune. Fait que, tu sais, c'est comme mes parents avaient des magasins de sport. Fait que là, moi, la fin de semaine, je montais puis je descendais des bottes de ski, là, puis des patins à aiguiser, là. Fait que j'ai travaillé dans l'entreprise, là, familiale. Fait que, en quelque part, c'était comme peut-être inné, puis c'était comme évident que j'allais pas être architecte, mettons. Mais t'étais à l'UQAM, t'aurais pu facilement reprendre les magasins de tes parents, mais t'as décidé de partir une marque mondiale avec Lolé. Comment ce choix-là, comment cette aventure-là a débuté, en fait? Ben, en fait, c'est Orage, là, en premier. Le premier brand, c'est vraiment Orage. Puis, ben, moi, j'aime le produit. J'aime ça, me coller sa création. J'aime ça, développer des produits. Tu sais, à l'époque, j'avais mon ex-conjoint qui était avec moi, qui lui avait des forces que moi j'avais pas. Fait qu'on s'est comme super bien complété tout ça. Puis quand j'ai parti ce projet-là, ben c'est parce que là je savais que j'allais avoir du fun
à créer des produits. Je savais qu'il y avait des choses qui manquaient sur le marché, que j'étais capable d'offrir, puis que c'était différent du monde du sport. Là. C'est parce que nous autres, c'était dans le plein air, là, dans l'industrie du sport. Puis après, ben on a vendu, puis là, oups, là, tu vends, là, tu dis, OK, j'ai encore le goût je pense, d'être entrepreneur dans la vie. Puis là, ben, il y avait une opportunité avec l'Amour du pain qui était à vendre. Du vêtement jusqu'à la boulangerie, l'alimentaire, c'est 2 domaines complètement différents. Mais tu sais, quand tu es entrepreneur, tu es habitué de monter une business, développer. Tu sais, c'est semblable quand même, ça. Fait que tu es plus rapide sur la deuxième, là, tu sais, quand même. Là. Parce que c'est ça, Orage, tu étais à l'université, là. Tu étais bébé entrepreneur. Cette aventure-là a duré comme 25 ans. Orage, Lolé, Paradoxe. Oui, exact. Ensuite, tu as vendu. Est-ce que ça a pris du temps avant de retrouver une business dans laquelle tu voulais t'investir? Ou non, tu cherchais beaucoup? C'était quoi entre les deux? En fait, j'étais encore avec, avec Coalition, là, qui détient ces 3 brands-là. J'étais encore avec eux autres. Puis là, ben, je me suis fait approcher par les gens qui avaient l'Amour du pain à Boucherville pour développer plus. Puis j'avais une chum qui était là-dedans, là, Annie Lemieux, là, qui était actionnaire à l'Amour du pain. Puis elle voyait que j'étais comme triste, là, que là, tu sais, la culture de l'entreprise avait changé. On avait vendu l'entreprise. C'était comme devenu trop financé pour moi. Moi, tu sais, c'est comme, j'ai du fun quand ça se développe, là, puis que ça roule, puis que l'équipe est quand même plus petite, puis, tu sais, on se sent moins, tu sais, dans un monde corporatif. Un monde trop corporatif, trop financier, puis ça. Fait que c'est ça que... Fait que là, je dis ça. Puis là, elle me présentait, elle dit, pourquoi tu ne viens pas à l'Amour du pain? On a besoin de quelqu'un qui va la développer puis de l'amener ailleurs. Puis là, ben, j'ai rencontré, tu sais, les boulangers. Puis là, je voyais que les boulangers, là, il y avait de la farine dans le sang. Là. C'est comme, c'était des passionnés, tu sais. Fait que là, je disais, wow, c'est des beaux produits, ça fait plaisir au monde. Fait que là, je disais, ouais. Puis je voyais aussi, tu sais, une belle opportunité parce que si tu fais bien les choses en boulangerie, c'est quand même lucratif. Là. Tu peux faire, tu sais, il y a quelque chose d'intéressant, c'est ton savoir-faire. Là, tu sais, c'est les artisans en arrière de la farine puis de l'eau, puis tu sais, il n'y a pas tant d'ingrédients que ça sur puis des bons levains, mais c'est le savoir-faire. Puis je voyais qu'il y avait une super équipe là, tu sais, à l'Amour du pain. Fait que je disais, on pourrait développer ça plus grand, puis... tu sais, il y avait comme 2 clients commerciaux. Fait que là, on a monté ça à 70 clients commerciaux quand je l'ai vendu à Jordan, 4 routes. On avait une boulangerie, on l'a monté à 4 là, en 12 ans. Là. Tu voyais dans le fond un potentiel de croissance puis quelque chose dans lequel tu pouvais te réaliser encore ce que tu avais un peu vécu avec ta première entreprise. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Puis de repartir à quelque chose de plus petit. C'était plus ça, je pense. De plus humain, peut-être? De plus humain, plus proche, des petites équipes. Votre rêve d'entreprise, vous l'avez réalisé avec passion. Vous l'avez bâti avec ardeur et vous l'avez vu grandir avec fierté. Vous avez contribué au Québec d'aujourd'hui en créant des emplois, en faisant une différence dans votre communauté. Votre prochaine étape, c'est de passer le flambeau. Et un transfert d'entreprise, ça se prépare. Pour ça, il y a des ressources à votre disposition sur québec.ca/accompagnement reprenariat. Planifiez la suite maintenant. Un message du gouvernement du Québec. Jordan, je serais curieux de t'entendre parce que 28 ans, background en finance, le gars, il n'est pas entrepreneur tant que ça, mais tu te lances, puis pas juste avec comme un petit projet, là. Tu reprends l'Amour du pain d'une Evelyne qui est une institution, à mes yeux, en entrepreneuriat québécois. Là, t'exagères. Écoute, c'est quand même une interprétation. Mais je serais curieux de savoir comment c'est venu sur ton radar de ton côté, l'entrepreneuriat. Pourquoi te faire violence à toi-même à ce point-là? Bonne question. À la base, je viens aussi d'un background familial, entrepreneurial. Là. Mon père est en business. Fait que depuis que je suis petit, lui, il est dans le domaine de l'assurance. Là. Puis, tu sais, l'assurance, quand le client appelle, tu le rappelles pas le lundi. Quand il passe au feu maintenant. T'sais. Fait que ce genre de sentiment d'urgence puis de détenir sa clientèle, ça m'a toujours attiré. Mais j'avais comme l'impression que j'avais besoin de faire mes dents un peu ailleurs avant. Fait que moi, j'ai un background, comme tu as dit, en finance. J'ai étudié à HEC. J'ai travaillé en fusion-acquisition pour la Banque nationale. Puis ensuite travaillé en investissement pour un fonds à Montréal. Puis ça a toujours voulu... En fait, j'ai toujours voulu... T'as acheté des business pour les autres. T'as aidé les autres à s'acheter des business. Ben exactement. T'as dit, pourquoi ne pas le faire pour moi? À un moment donné, je me suis dit, si je suis capable de faire le processus complet, pourquoi je le ferais pas pour moi? T'sais, j'ai envie de créer du capital à long terme. J'ai envie de m'impliquer dans un projet. Puis c'est un peu ça qui m'a drivé à la base. C'est de dire, j'ai envie de m'impliquer dans quelque chose puis de bâtir de quoi. J'ai envie d'être
t'es dans une entreprise, puis driver une culture, engager du staff, qu'on le regarde tous ensemble vers une vision commune, puis de scaler une business. Moi, c'est surtout ça qui m'intéressait à la base, c'était de scaler une entreprise, prendre quelque chose qui existait déjà, puis essayer de l'amener un petit peu ailleurs, comme Evelyne a fait finalement dans son propre parcours avec l'amour du pain. T'as-tu cherché longtemps? Avais-tu plusieurs business sur la table? Finalement, ça a été l'amour du pain qui a été le coup de foudre. Comment ça s'est passé, ce processus-là de recherche, disons? Ben moi, je l'ai fait all out. Fait que moi, j'ai quitté ma job en finance pour me concentrer à 100% sur la recherche d'une entreprise. Il n'y avait pas de plan B, là. Non, je me laissais pas le choix, en fait. Là, c'est ça. Le plan B, il arrivait quand le compte de banque allait être à zéro, maintenant. Mais non, comment j'ai fait ça, c'est que j'ai quitté ma job puis je me suis lancé vraiment dans la recherche. Fait que là, ce que je faisais, c'est que je parlais beaucoup à des courtiers d'entreprise, dans le Grand Montréal, puis même d'ailleurs dans le reste du Québec. Puis j'ai vu passer peut-être une trentaine d'opportunités un peu plus sérieuses, où est-ce que j'avais reçu du matériel, puis je pouvais avoir accès à de l'information. C'était juste dans l'agroalimentaire? Vraiment pas, en fait. C'est un peu un addon où je finisse dans l'alimentaire parce que c'était pas du tout mon expérience. J'ai vu passer toutes sortes d'opportunités. Tu sais, au Québec, il y a beaucoup de manufacturiers, des entreprises de services, que ce soit genre d'installation de chauffe-eau ou fabrication de marteaux, de tournevis, des belles business, tu sais. Mais finalement, moi, je me suis posé la question, OK, au-delà du financier, parce qu'il y a plein de critères qui sont importants, puis plein de boîtes que tu veux être capable d'aller cocher dans tes critères d'investissement, mais tu te vois-tu opérer ce business-là pendant 5 ans, pendant 10 ans, puis être là à tous les jours, puis quand ça va pas bien aller, tu vas être heureux encore, tu sais. C'est quoi, ça te prenait une connexion avec le produit vendu, Vraiment. avec le service rendu? Ouais, c'est ça. Puis tu sais, on fait du pain, on vend un produit qui est concret, que tout le monde mange. C'est tellement bon. Evelyne l'a dit, c'est du bonheur, c'est de l'expérience, c'est sexy, Ouais. c'est le fun, exactement. Alors que pour moi, vendre des marteaux, des tournevis dans un Rona, c'est pas ce que je cherchais. Mais il y en a pour qui ça va vraiment les exciter, tu sais. Fait que moi, c'était vraiment la connexion avec le produit, puis la connexion avec l'artisan derrière qui est passionné par son métier, qui veut toujours aller plus loin, puis qui lui, pour lui, ce qui est important, c'est la qualité de ce qui sort à tous les jours. C'est vraiment hot, là, tu sais. Puis j'imagine que tu voyais le potentiel de croissance aussi, tu sais. Je pense qu'aussi, quand tu recherches une entreprise, tu veux sentir que tu ajoutes de la valeur. Ouais. Fait que tu voyais quelque chose de plus grand, peut-être? Oui, carrément. Tu sais, je voyais un petit peu l'industrie de la boulangerie au Québec avec ce que Première Moisson a fait, tu sais, à travers les années. Ils ont développé un super de beau brand. Puis c'est un peu ce que je cherchais à faire, tu sais, sans nécessairement changer l'essence de l'entreprise, puis en restant artisanal, en restant proche de la qualité de ses produits. Mais je me disais, OK, il y a peut-être une façon d'amener ça à peut-être une dizaine de magasins, puis continuer à grossir le segment tu sais, de vente corpo aux entreprises. Fait que oui, c'est encore une fois, ça rejoint. Moi, ce qui me passionne, c'est de bâtir de quoi, c'est de scaler une entreprise. Fait que, définitivement, je voyais le potentiel, puis c'était une des grandes raisons pour laquelle je me suis joint. Donc là, concrètement, là, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, tu l'as appelé, tu t'es dit, l'amour du pain, bon potentiel, vous êtes appelé, il y a eu... Mais en fait, premier c'est une bonne mythe. question, parce C'est que comme- mythe numéro 1 qu'on entend pour quelqu'un qui veut vendre son entreprise, il n'y en a pas de repreneur. C'est tough à trouver. Les jeunes ne sont pas sérieux. Dans mon temps, on travaillait plus fort. Tu sais, comme on entend ces vieilles phrases-là. Fait que comment est-ce que le match s'est fait, Marie-Josée? Je pense que c'est ça ta question. Comment vous êtes rencontrés? Ben, à la base, moi, c'est un ami à moi qui était proche avec le chum à Evelyne. Fait que, On salue d'ailleurs. Ouais, ben absolument. Les deux. Puis, on s'est fait mettre en contact ensemble. Ben, moi, je cherchais à acheter une entreprise. C'était assez Fait que clair. t'étais vocal. Tu Ouais. dis, Mais moi, si vous connaissez quelqu'un, appelez-moi parce que je cherche activement. Là. J'étais partout, tu sais, partout dans le sens que moi, je le publiais partout sur les réseaux sociaux. Je faisais des cold calls. J'allais cogner aux portes dans les parcs industriels et tout. Puis, ben là, finalement, ça s'est juste arrivé avec une connexion personnelle entre nous deux. Puis, ben c'est ça. J'ai appelé Evelyne. J'ai dit, écoute, j'aimerais ça qu'on se rencontre. Moi, à la base, je viens de la Rive-Sud de Montréal. Je viens de Longueuil. Fait que ma mère, elle allait chercher son pain à l'amour du pain. Fait que, tu sais, c'était vraiment spécial de contacter la propriétaire de ce business-là. Puis, j'ai appelé Evelyne. J'ai dit, j'aimerais ça qu'on se parle. Je suis à la recherche de l'entreprise. Je viens d'un background différent. Je viens pas du domaine de l'entrepreneuriat, mais je viens du domaine de la finance. Puis, c'est ce que je veux faire. On s'est assis. On a discuté longuement. On a regardé les chiffres. On a fait un due diligence. Puis, finalement, on a réalisé que ça a vraiment cliqué très rapidement. Au-delà de la business, comme on a déjà discuté, ben, le côté personnel, on a les mêmes passions, on s'entend super bien, on tripe, c'est les mêmes choses. Fait
ça Il y a avait juste un connecté. fit. Un fit. Mais toi, t'étais-tu moi, j'ai prête à comme- vendre? Ouais, c'est ça. Toi, t'étais-tu dans ce Avant, processus? J'avais quand même fait un petit peu de préparation. Là, tu sais, OK. quand que j'ai rencontré Jordan, il y avait quand même eu... j'avais eu des contacts avec plus un stratégique, là, un compétiteur, puis qui était peut-être intéressé, tout ça. Fait que j'ai quand même préparé, j'ai fait des devoirs, tu sais, parce que là, bon, ben, si cette personne-là... tu sais, elle a acheté, tu sais, l'amour du pain. Bon, ben, j'avais fait de la préparation, mais j'étais pas non plus à absolument vouloir vendre. Mais quand j'ai rencontré Jordan, puis avec Alex, là, qui était son partner, j'ai eu comme une espèce de clic. Je fais, ah, OK. Je dis là, Jordan, lui, c'est un entrepreneur. J'ai senti que, tu sais, avec ses questions, pas peur de, tu sais, pas s'enfarger dans tout ce qui est les chiffres, tout ça, mais plus sur le développement, que l'industrie s'en va où. Justement, il dit, tu sais, il voulait comme, tu sais, scaler une entreprise, mais je trouvais qu'il y avait des bons réflexes. Puis là, je fais, bon, lui, c'est un entrepreneur. Puis je trouvais ça trippant, là. Tu sais, un jeune de 28 ans, à l'époque, il avait 28, là, il a rendu 30 ans, il est vieux. Mais tu sais, fait que là, j'ai dit, ah, wow. Fait que là, puis, ben, veux pas, j'ai des enfants. Moi, j'ai mes 2 filles qui sont la même âge que Jordan. Fait que. Qui voulait pas reprendre, Ouais, d'ailleurs? c'est ça. Ben, on a eu des discussions avec mes filles, puis ça s'est avéré qu'en fait, ils ont comme. Ben, à l'époque, là, en tout cas, il y avait quand même des jobs où est-ce qu'ils trippaient. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'en fait, non, ça n'a pas. C'est un commun accord. Peut-être, on aurait peut-être pu, puis tout ça. Eux autres, je pense qu'il y avait des craintes là, de dire, OK, je suis capable de faire ça. Une entreprise de 70 employés, je manque peut-être d'expérience, puis tout ça. Puis je dis, ben, vous allez vous entourer. Mais en tout cas, fait que, somme toute, là, ça. Tu veux pas pousser dans la gorge de tes enfants non plus un projet qui est comme. Faut juste Là, que t'as s'il Jordan. avait vraiment mordu, là, tu dis, ah, OK, c'est bon, tu sais, je pense que c'est le fun, on pourrait peut-être faire un leg aux enfants puis tout ça, mais en fin de compte, ben, c'est ça. Fait que la rencontre avec Jordan, moi, je trouvais que, tu sais, c'était un gars de tête, un gars de cœur. Il y avait des bons réflexes, des bonnes questions puis tout ça. Fait que je disais, ah, OK. Fait que là, fait que ça s'est super bien passé. Tu sais, tout de suite après, là, cette rencontre-là, puis moi, j'étais pas tant à 100% à vendre. Puis là, après, il a dit, ben en fait, c'était juste une rencontre exploratoire, là, pour savoir que, tu sais, c'était quoi mon parcours. Tu sais, j'ai fondé Orage, là, au Les Paradoxes. Puis l'amour du pain, c'est un reprenariat. Fait que c'était pour parler de ça, mais en fait, ça s'est s'avérer plus sur des questions que, ah, je pourrais peut-être acheter ton entreprise. Fait qu'il m'a rappelé, puis il dit, ben moi, je serais intéressé à racheter ton entreprise. Je dis, ah oui, c'est OK. Fait que c'est à partir de là. Tu sais, on a dit, OK, on commence les discussions. Puis, tu sais, on a fait, qu'est-ce que je trouve qui est intéressant, c'est que oui, moi, je me suis fait supporter par quelqu'un là, pour, tu sais, faire le cheminement de ça, là, de la vente, puis s'assurer de faire bien les choses avec un gars, Yves Bourque, là, qui était chez Investissement Québec, retraité. Écoute, c'était extraordinaire, là, un accompagnateur incroyable. Fait que, on a vraiment passé sur du jamais via, tu sais, les avocats, les comptables. Ben, pas jamais, là, parce qu'à un moment donné, tu les inclus, là. Mais c'était beaucoup des rencontres, tu sais, en présentiel. On se parle. Fait que le processus, c'est bien fait. Puis là, ben, vite, tu dis, ah, OK, ben, tu sais, je veux vendre mon entreprise, mais il faut que ça soit un win-win. Je veux pas vendre une entreprise à un jeune de 28 ans qui va payer soit trop cher ou que je vais le mettre, tu sais, en porte-à-faux, c'est ça, en perte dès le départ, puis tout ça. Fait que c'est ça. Je pense que c'est une chimie, là, tu sais, humainement parlant, là, quand que tu cèdes ton entreprise, faut que tu aies un bon fit parce que tu veux avoir la pérennité de ton entreprise. Ben oui. Tes employés, tu les aimes, là. Tu es proche de ton monde, puis il y a du monde là-dedans qui veulent se développer, puis veulent être encore plus fort, puis qui veulent, tu sais, prendre l'espace dans une entreprise qui prend de la place, là, ben, qui prend de la place, qui se développe bien, puis ils sont en arrière de ça, là, tes employés. Fait que le processus, mettons, votre première rencontre jusqu'à la vente, ça a pris combien de temps, disons? Écoute, ça... À peu près 6 mois. Rapidement. Ah, je t'avais dit 8 mois. C'est Écoute, 6 mois. tu t'es trompé de 2 Mois. mois. Oh my God. OK, Non, ouais. mais tu sais, je savais que ça a été rapide, là. C'était quand même rapide. C'est vraiment un fit. Rapide parce que souvent, Ouais, on dit ouais. que c'est des fois 3 ans. en fait, 3 ans de préparation. Là, c'est... Oui. Moi, j'avais Mais- quand même fait un peu de préparation avant. Fait que qu'est-ce que je présentais dans le fond à Jordan? Et j'avais quand même des choses que j'avais, tu sais, j'avais planché. Là. J'avais mis ça sur un document là, sur tu sais, tes 3 ans en arrière, expliquer tes chiffres. Tu sais, j'avais quand même là une couple d'affaires au niveau financier de
préparer. Puis tous les projets que moi, je pensais, puis que j'avais peut-être pas l'énergie de les faire, ben ils étaient sur le document. Là, que, tu sais, gars, voici les possibilités aussi, qu'est-ce que tu peux faire avec cette entreprise-là. Fait que, mais ça a été rapide parce que je pense que c'est parce qu'on s'est rencontrés. Puis on voulait qu'il y ait un win-win dans cette transaction-là. Là. C'est un fit humain avant d'être un fit financier. Bon, pour moi, oui. Puis ça, j'entends que c'est important dans un processus. Fait que, tu sais, t'en as vu te swiper à gauche sur 30 opportunités qui étaient probablement pas des fits humains, ce que j'entends, là. Ouais, un mix, parce que, effectivement, tu sais, je veux dire, une entreprise peut cocher toutes les boxes, toutes les boîtes, mais à un moment donné, c'est que si tu t'entends pas avec la personne de qui tu rachètes, sachant qu'elle va rester, ou, ben donc, comme tu te vois pas opérateur de cette entreprise-là au quotidien, ça marchera jamais. Puis, tu sais, juste pour revenir sur le point d'Evelyne, effectivement, ça a été super rapide. L'entreprise était bien organisée, tout l'accès à l'information était facile. Puis, on a fait ça à temps plein là-dedans. On s'est vraiment inséré dans le processus, puis on n'a pas laissé rien dérailler. Tu sais, un deal, ça peut se faire dérailler, rien contre la profession, mais par des avocats ou par des aviseurs qui n'ont pas nécessairement les bonnes intentions. Nous, on est arrivés de bonne foi. Il fallait que ça marche pour les deux. Et moi, j'ai dit, regarde, Evelyne, voici ce que je suis capable de faire. OK, gars, on va se rejoindre ici. Parfait. Après ça, on regarde plus en arrière, on passe au due diligence. C'est tellement drôle que tu dis ça parce que moi, j'ai appris, je suis dans un processus de reprenariat, c'est connu, j'en parle au balado, mais un deal veut mourir. C'est comme si tu le gardes pas en vie, là, le deal fait juste foncer dans le mur tout seul. Fait qu'il faut Pourquoi? Ouais, moi, ce que je remarque, c'est que si tu mets pas de pression, si tu fais pas tes suivis, si t'es pas activement dans ton deal, il va y avoir quelqu'un qui veut pas que ça marche. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais un deal, si tu le gardes pas en vie, fait juste sauter en bas de la falaise, comme automatiquement. Puis les gens, je pense, se posent beaucoup de questions dans la vie. Là. On veut juste arriver à une réponse de pourquoi je ferais pas cette transaction-là. On cherche tout le temps des drapeaux rouges, on cherche tout le temps les bébites, alors qu'à un moment donné, il faut se dire, OK, tu fais tes calculs, tu fais tes maths, à un moment donné, quand ça fait du sens, vas-y, arrête d'être paralysé par toute l'analyse possible. Là. Mais est-ce que tu t'es fait aider justement dans ce processus-là? Ben, pas formellement. Parlons-en. En fait, c'est un mythe aussi qu'on entend, c'est il n'y en a pas d'aide. C'est justement, je veux vendre mon entreprise, mais c'est comme je vais être tout seul là-dedans, c'est trop compliqué. Ben, parce que Evelyne, toi, tu as eu quelqu'un qui avait été Yvon Bourque, qui était d'Investissement Québec, Yves qui était Bourque, maintenant. Excuse, Yves Bourque. Mais, fait que toi, de ton côté, tu avais eu un peu d'aide, de préparation, mais toi, tu t'es lancé tout seul là-dedans? Ouais, ben c'est sûr que avec mon background, c'est ce que je faisais dans la vie. Ouais. On structurait des transactions, on négociait des deals, on investissait dans des business au final. Fait que c'est sûr que j'avais une bonne préparation professionnelle, puis c'est vraiment ce que le côté financier m'a apporté, d'être capable de comprendre un deal de A à Z, comment l'exécuter. Après, c'est sûr que j'ai eu de l'aide au niveau du financement. J'ai travaillé avec la Banque nationale, m'ont beaucoup aidé sur structurer le financement, arriver à quelque chose qui m'en mettait pas à gorge, mais en même temps qui me permettait d'acheter l'amour du pain, parce qu'on s'entend à 28 ans, j'avais pas des millions à mettre en mise de fonds sur cette entreprise. T'avais pas 8 maisons. Ben non, pas encore, tu sais, c'est ça. Fait que là, mais Evelyne, je pense qu'elle t'a aidé aussi de ce côté-là, non? Ouais, ben c'est ça. C'est en fait un des points super importants. C'était qu'elle puisse m'aider avec un financement sur une balance de prix de vente. Puis on s'entendait qu'avec un format qui fonctionnait pour les deux. Puis c'est sûr, ben pour moi, ça a été essentiel. Effectivement, à 28 ans, j'aurais pas pu le faire si c'était pas de ça. Fait que je pense qu'elle a vu quelque chose, puis finalement, ça a été, encore une fois, c'est le concept du win-win, là, de trouver une façon que ça marche pour les deux. Je serais curieux, ma question dérangeante dans le balado, Evelyne, aurais-tu été plus riche si tu avais vendu un gros Américain? Et pourquoi accepter peut-être de faire une balance de prix de vente à un genou de 28 ans? Comme une concession. Ben, tu sais, je trouve que rester au Québec, là, je veux dire, le gars des États-Unis, il était pas sur la liste, là. mais tu sais, du monde, tu sais, du Québec, puis des jeunes que tu sais que en quelque part, tu sais, les 50 000 entreprises d'ici 5 ans qui vont être à reprendre, là, il va falloir qu'il y ait une couple de jeunes qui cliquent, qu'il y a super de belles opportunités partout. Là. C'est malade, là, sur les 50 000 entreprises. Là, je peux pas croire qu'il n'y en a pas une intéressante pour un jeune là, à reprendre, puis à développer, puis à aller plus loin. Mais c'est quand même un geste quand même de grande compassion, puis de grande empathie, de dire, ben, je vais t'aider dans ton financement, puis je vais accepter d'en mettre moins dans mes poches pour que justement ça soit win-win, que tu sais, je veux pas tirer la couverte juste de mon bord. Ouais. Ben, je pense que, tu sais, dans la vie, en quelque part, là, c'est une transaction, là, c'est tout le temps, tu sais, il faut que ça soit bon pour moi, ça soit bon aussi pour l'autre qui achète.
Puis qu'est-ce qui est bon pour t'sais, l'entreprise? Puis qu'est-ce qui est bon pour l'entreprise, la pérennité de l'entreprise, puis que ça reste au Québec, puis que ça se développe, puis que tu aies confiance à la personne qui reprend, puis que tu dis, OK, il va le faire grandir, elle va rester, la marque va rester. C'est quelque chose que puis avec même le bon ADN là, de qu'est-ce qu'on avait comme, c'est artisanal, c'est de qualité. Il faut que ça reste, là, ça. Tu veux pas que ça tout change. Fait que là, quand tu as un fit, tu fais OK, là, je pense que c'est speed dating. Là, tu dis OK, ben là, je l'ai peut-être mon chum. Je veux pas le laisser tomber, c'est ça, je veux pas le laisser passer celle-là. Ouais, c'est quelque chose que j'entends souvent, c'est dire des entrepreneurs qui attendent d'être jusque sur la corde raide, de plus être capables. Fait que là, quand ils vendent... Des fois, c'est trop tard. C'est trop tard. Ils veulent l'argent tout de suite parce que là, ils ont le projet de condo en Floride. Puis c'est comme... Là, il n'y a plus de concessions, mais c'est la job du fondateur, de l'entrepreneur qui est du cédant. Prends-toi un peu d'avance. Donne-toi de l'oxygène. C'est ça, hein, au final. Puis, vous l'aviez dit rapidement, mais je veux revenir sur ce point-là. On n'a pas laissé les avocats faire dérailler le deal. On sait parler, Je serais curieux de vous entendre, selon vous, si vous n'aviez pas fait activement, justement, cette négociation-là, si vous aviez laissé le deal négocié par d'autres, est-ce qu'il aurait fonctionné, selon vous? Ben, en tout cas, ça aurait coûté cher. C'est vrai, ça aurait coûté cher, ça aurait été plus lent. Veux pas, là, entre du présentiel ou en arrière d'un écran, là, le présentiel, c'est du présentiel. Là, c'est comme tu feed, puis tu es capable de discuter, tu es capable de voir, tu avances bien plus vite. Fait que là, c'était pas mal ça. On n'a pas fait, je pense, rien en arrière d'un écran. Là. Non, c'est tout le temps présentiel. C'était super important pour les deux de faire ça. Ah ouais, absolument. Puis c'est un peu une continuité de l'entreprise. Tu sais, le côté humain, c'est important pour nous. Ben, c'est important pour notre entreprise. On veut faire plaisir au monde. Fait que, je pense que ça venait très naturellement pour nous deux. Puis la réalité, c'est comme tu as dit, ça peut faire des professionnels peuvent faire dérailler des transactions. Puis j'en ai vu des transactions qui se sont pas closées, genre la veille, à cause d'une clause qui s'est faite rajouter parce que l'avocat du vendeur veut protéger son client pour un truc qui a pas de bon sens. Ça arrive, là. Mais on n'était pas du tout là. Puis tu sais, dans le processus avec tes employés, là, est-ce que tu as été transparente? Comment ça s'est géré? Ça s'est fait assez rapidement, donc j'imagine qu'il n'y a pas eu trop de secrets trop longtemps, mais est-ce qu'il y avait quelques personnes clés qu'il a fallu que tu j'avais un comptable à l'époque là, qui était avec moi pour être capable de fournir, parce que là, c'était rapide, là, fournir tous les chiffres et tout ça. Puis quand tu tombes en due deal, là, c'est une trolley de questions. C'est une trolley de questions. Fait que là, fait que c'est ça. Fait que là, avec elle, on a fait attention à elle de dire, OK, on va te donner quelque chose forfaitaire aussi. On sait que tu vas travailler plus fort. Fait que là, tu peux comme sécuriser cette personne-là. Puis après, il n'y avait pas tant de monde que ça non plus dans l'entreprise parce que tu te dis, le changement, ça fait peur au monde dans une entreprise. Fait que là, comme tu veux pas non plus shaker la baraque, puis là, dire, puis là, en fin de compte, ça fonctionne pas. Alarmer tout le monde, finalement. Alarmer tout le monde, puis que là, en fin de compte, le deal marche pas, puis là, le monde, ils ont eu peur, là, pour rien. Fait que moi, j'ai quand même attendu, puis quand que ça s'en venait, là, puis là, oups, là, on savait bien qu'on allait avoir un deal, puis tout ça. Là, j'ai commencé tranquillement là, à aller faire des petits meetings, comme je disais, là, sur le bord des containers en arrière, là, dans le stationnement avec les personnes clés que je savais qu'il y avait de l'influence sur les autres. Puis là, leur dire, regarde, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient, puis dire un peu, moi, je voulais passer à d'autres choses, puis, tu sais, mais c'était bien important pour moi que si jamais quelqu'un reprenait l'entreprise, qu'elle allait avoir une pérennité d'entreprise, que ça allait continuer, puis qu'elle allait avoir les mêmes valeurs que moi. Puis ce gars-là, je vous le dis, là, il a confiance en moi, là, c'est un gars de tête puis un gars de cœur. Fait que ça devrait bien aller, puis tout ça. Puis il a un beau background, puis tu sais, au niveau de la finance, puis tout ça. Puis, fait que, tu sais, T'as fait comme ta vente à l'interne. J'ai fait ma vente à l'interne des personnes influentes. Des personnes, puis t'as demandé de garder ça confidentiel jusqu'à l'annonce. Puis le monde a été capable? Il n'y a pas eu des rumeurs justement derrière des containers? Mais ça s'est fait vite, hein? OK, fait que tu as attendu un certain moment pour justement... Moi, j'ai attendu plus loin là, dans la transaction, quand on a dit, OK, on va avoir un deal, c'est sûr. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à essayer de, tu sais, d'introduire qu'il allait avoir une vente, puis que, tu sais, mais que je restais aussi dans l'entreprise. Ça sécurise aussi les gens, tu sais, que je restais dans l'entreprise, tu sais...
Parce que tu es encore actionnaire. Oui, je suis encore actionnaire. Ouais, les banques, ils demandent ça, mais en fait, quand je suis super contente. Ouais. Puis, en fait, tu sais, tu es entrepreneur, tu veux pas avoir tout le stress, là. Du quotidien. Que là, tu sais, es en vacances, puis que là, oups, là, il y a un boulanger qui. Le four marche plus, le boulanger n'a pas rentré. Là, que là, oups, là, il te laisse ou, tu sais, il s'en va dans une autre boulangerie. Fait que là, c'est comme, tu sais, j'avais plus le goût de vivre ce stress-là, là, tu sais. Fait que c'est ça, mais d'être, tu sais, actionnaire à 15 là, c'était parfait, là. C'est comme juste ça, OK. Fait que, non, mais de dire aux gens, peut-être que ça peut se passer autrement, là, dans une autre entreprise. D'une autre, avec, Coalition, là, qui avait Orange Roulé Paradoxe, là, il y en avait plus de gens qui étaient quand même au courant que la transaction allait se faire. Puis en as-tu des employés qui ont pas mal réagi, mais qui ont peut-être été stressés, qui ont fait des cacas nerveux, qui ont... Un petit peu, là, un petit Comment peu, parce que à cause que Jordan, il avait 28 ans, puis là, tu dis, OK, 28 ans, c'est un gars de finance, c'est pas un ancien boulanger, c'est pas un viennois, fait que c'est sûr qu'il y avait quand même un peu de stress, là, peut-être, là, un petit peu tu sais, c'est tout le temps le changement de l'insécurité que ça peut apporter. Fait toujours peur. Pas toujours peur. Toujours. Mais il n'y a pas personne qui disait, moi, je voulais la reprendre, pourquoi tu me l'as pas dit? Disons, le boulanger. J'avais pensé, avant, là, que je voulais quand même mettre partenaire des boulangers clés dans place, puis ça n'a pas fonctionné. Au niveau de l'actionnariat, comme un stock option plan ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, des options. Ouais. Puis achète une partie de part avec l'entreprise, parce que je voulais quand même sécuriser avec mes boulangers là, l'avenir de l'amour du pain. Puis en fin de compte, je l'avais quand même présenté, je l'avais quand même offert. Fait que ça n'avait pas baité, le monde n'avait pas embarqué. Fait que c'est pour ça que là, j'étais comme... C'était légitime. C'est légitime. Ouais, Ça, Jordan, quand tu t'es... Vu que vous faisiez les rencontres en présentiel, justement, pas derrière un ordinateur, quand tu te présentais dans l'entreprise où vous alliez au meeting, tu étais un consultant, tu étais un auditeur, tu étais... le gars d'assurance. Le gars d'assurance. Le gars d'assurance, c'est vraiment là souvent. Là, c'est ça. On va avoir des bons coverage. Là, nos assurances dentaires vont être écœurantes. Non, je fais des blagues. Ouais. Comment est-ce qu'on a fait ça? Comment vous avez réussi à naviguer? Ouais, les meetings n'étaient pas à l'amour du pain. Là. On faisait ça dans un endroit un peu plus neutre, là, dans un autre endroit physique, là, justement pour pas alarmer les gens au début. Dans un première moisson. Ouais, c'est ça. Non, mais... Puis, tu sais, comment qu'on l'a fait, c'est, comme Evelyne elle disait, c'est vers la fin, quand on savait que ça s'en venait, tu sais, je veux dire, toute la documentation légale était là, ou presque. C'est là qu'on s'est dit, ça serait important que tu viennes, puis que tu démystifies ce mythe de gars de finance de 28 ans, là, que je le comprends, fait très peur, là. Fait que j'ai pris le temps de rencontrer tout le monde individuellement. C'était important. Ouais, puis poser des questions. Les 70 employés. Il y a beaucoup de vendeurs et personnes sur le plancher qui sont derrière, qui sont là pour la vente et servir les clients. Fait que au début, j'ai vraiment mis l'accent plus sur les gens à l'administration et en production. Là. Ça représentait à peu près une trentaine de personnes, mais oui, j'ai pris le temps de parler individuellement pour leur expliquer ma vision. Tu sais, je suis pas un gars de finance qui arrive pour couper des coûts. Là. Moi, j'arrive avec un mindset d'expansion. J'arrive avec un mindset de ce que vous faites, c'est tellement hot qu'on l'amène ailleurs, que je veux qu'on grossisse cette entreprise-là. Puis ça a vraiment fait un déclic. Là. Puis tu sais, juste de prendre le temps de connecter avec le monde, leur poser des questions, s'intéresser à eux autres. Tu sais, je connais la vie de tous les employés, puis c'est tellement important. Tu sais. Fait que je pense que rapidement, ça a comme brisé le mythe un peu, puis je pense que les gens ont toujours peur de ce qu'ils savent pas, mais quand tu mets un visage sur le nom de la personne, c'est toujours plus facile. Puis de voir que le mindset est pas du tout en train de réduire les choses ou de couper, ben c'est sûr, ça fait toujours plaisir. Fait que t'as créé un lien de confiance. T'as jamais eu de syndrome de l'imposteur? Jamais? Ben oui, c'est sûr que oui. Ah ouais? Jour 1 jusqu'à aujourd'hui, des fois, là, ça reste quelque chose de nouveau qui s'apprend sur... Ça prend du temps là, de devenir entrepreneur là, ou ça prend du temps de devenir un bon gestionnaire. Puis c'était pas au début, je sais pas si c'était pas naturel ou quoi, mais c'était nouveau certainement. Tu sais, t'as 70 personnes qui du jour au lendemain te regardent pour prendre la décision. Puis là, des gars, attends un peu là. OK, je pose des questions et tout, mais non, c'est sûr que le syndrome d'imposteur est très vrai. Puis c'était une des grandes raisons pour laquelle je voulais qu'Evelyne reste impliquée dans l'entreprise, autant monétairement qu'en termes d'implication de temps. Tu sais, moi et Evelyne, on a signé une entente qu'elle reste à temps plein pendant les 9 premiers mois pour assurer cette transition-là, tu sais, rassurer les gens, rester comme mentor, être impliqué dans les décisions stratégiques. Puis là, tu sais,
peu à peu, ben, tu as cette transition de. Ben, à un moment donné, Evelyne, elle enlève les deux mains sur le volant, elle m'en donne une, puis à un moment donné, ben, c'est moi qui mets les deux mains dessus. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment important pour moi, puis pour elle aussi, pour assurer la pérennité de cette entreprise-là. T'sais. C'est vrai, ça. Hein? Ils disent souvent que c'est la bonne pratique de rien changer, au moins dans les 100 premiers jours. Tu sais, les 100 premiers jours, il n'y a rien qui change. Après ça, un petit peu. Et c'est au bout d'1 an que là, vraiment, là, les gens les peurs sont tombées, les craintes, et là, tu peux implanter des premiers. Ta vision, est-ce que tu as attendu 1 an ou tu as commencé à faire des changements plus tôt que ça? Ça a été un petit peu plus vite que ça. C'est sûr que, mettons, moi, je vais dire, le 3 premiers mois, j'étais en mode apprentissage. Je n'ai pas du domaine. T'étais une éponge. Ouais, vraiment. Là, c'est comme, je pose toutes les questions, je challenge rien, je veux juste comprendre la business, tu sais. Surtout, on pense que c'est simple, la boulangerie, c'est de l'eau pour la farine, mais il y a un petit peu plus que ça quand même. Là, c'est très complexe. On travaille avec un produit quotidien, on travaille dans le frais seulement, tu sais. Puis c'est vivant, là, la farine puis de l'eau. Fait que j'étais vraiment en mode apprentissage. Puis après ça, ben là, des opportunités d'affaires sont venues. Puis moi, j'avais cette vision d'expansion-là. Puis ben, il est arrivé 1 puis 2 opportunités d'ouvrir 2 nouveaux magasins. Fait que ça s'est fait assez rapidement. Le premier, on l'a ouvert après à peu près 6 mois. Puis le deuxième, on l'a ouvert à peu près 9 mois. Quand même. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est... Ben, en même temps... Ouais, rapide. Mais des fois, tu te dis, l'opportunité est là... On l'apprend-tu ou on l'apprend pas? On l'apprend pas. Ça faisait, mais tu te sentais appuyé aussi. Tu n'étais pas tout seul. Evelyne était là. Je veux dire, il y avait quand même un groupe qui était là pour... Ouais. Exactement. Puis on avait cette structure-là. Une chose qui était cool avec la Mont du Pain, c'est que je rentrais dans une entreprise où il y avait une bonne équipe à l'admin. On était équipés pour grossir. Fait que ça faisait juste du sens de commencer le plan d'expansion. Hein. Je serais curieux de creuser ce point-là, en fait, Evelyne, parce que un des mythes qu'on entend aussi, c'est si je vais vendre, mieux vaut ne pas investir parce que je ne vais pas récupérer cet argent-là ou ça va être des dépenses qui ne seront pas valorisées par la nouvelle équipe. Donc, tu sais, je suis mieux de mettre mon entreprise un peu sur stand-by le temps du processus. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est-tu une réflexion que tu as eue d'arrêter d'investir parce qu'il y avait une transition? Ben, tu es habillé la mariée, qu'on dit. Mais, le beauty contest. Ouais, ben c'est ça, on habille la mariée là, avant de la vendre. Mais en fait, un petit peu, parce que si j'ai décidé de vendre, c'est parce que c'est peut-être l'énergie était moins là vers la fin. Puis là, ben il y avait des belles opportunités comme peut-être, tu sais, justement, une boulangerie qui était à vendre, on aurait pu l'acheter. Puis là, après, ben là, mais là, je voyais ça comme un petit peu plus vers la fin. Puis ça, je voyais ça plus comme une montagne. Je me disais, oh my God. Fait que je me suis quand même consacrée à dire, OK, où est-ce que, tu sais, je regardais. Puis je me disais, OK, le commercial, c'est simple, c'est facile. On est capable de grandir dans ce côté-là. Une boulangerie de pignon sur rue, ben là, tu sais, c'est plus compliqué. Le staff, tu sais, mettre ton image, l'amour du pain, puis ça, c'est que le projet était plus compliqué. Fait que moi, je suis allée dans les choses plus simples quand même, puis pour quand même que l'entreprise soit financièrement belle à présenter à n'importe qui voudrait l'acheter aussi, là, tu sais. Mais sans dire que j'ai pas vendu une entreprise avec des équipements qui sont complètement... Une machine qui pète en place. Oui, c'est ça. Il y avait quand même un beau plancher de danse, là, je pense. La fabrique, là, c'était tout de l'équipement neuf. On avait la fabrique, on l'avait bâtie style peut-être 8 ans là, avant que toi, tu rentres puis ça. Mais tu sais, fait que c'est ça. C'est quand même une belle entreprise à vendre. Tu fais attention, c'est sûr là, que quand tu songes à dire je vais peut-être vendre bientôt, ben tu sais, c'est sûr qu'il y a des petites choses qu'il faut que tu planifies puis que tu veux présenter des beaux chiffres, là, aussi. Mais tu fais pas nécessairement des gros moves à la veille de la vente, là. C'est ce que tu dis, là. Tu t'es dit, bon, mon énergie, je vais attendre peut-être de passer le flambeau pour... Exactement. Ouais. Puis voici tout ce que tu peux faire. Voici les possibilités. Ouais. Voici, c'est ça, tu veux aussi, c'est ça, que la personne arrive puis qu'il y ait du potentiel, là. Tu veux pas aussi avoir tout accompli. Mais ça, c'est intéressant parce que toi, de ton côté, Jordan, t'arrives puis t'as une liste d'opportunités qui ont été identifiées par l'équipe, qui ont été peut-être pas attaquées encore. Est-ce que tu as pris cette liste-là toi-même ou tu as bâti ta propre liste d'opportunités? Ben, un peu des deux, dans le fond. Là. On s'en était beaucoup parlé, les opportunités qu'il y avait sur le marché. Puis après ça, ben, moi, j'arrive avec ma vision. Fait que tu fais une liste. En fait, tu te fais ton plan 100 jours qui devient un plan 3 ans. Là, parce que c'est impossible à te faire. Là, tu te dis, je vais changer le site web, on va refaire la palette de couleurs. C'est OK, c'est pas encore fait, ça fait 1 an et demi. Là, mais ouais, c'est un mix. C'est un mix parce que tu serais fou de pas bénéficier de
de la connaissance qui était dans le business déjà existante. Tu sais. Mais après ça, toi, ce qui est aussi important, c'est d'amener ta culture, ta vision, puis d'amener ton plan de croissance à toi. Là. Mais c'est ça. Fait après les 3 premiers mois où tu étais l'éponge, tu étais à l'écoute, est-ce que c'est là que vous êtes assis, vous êtes dit, OK, là, on a un plan stratégique, voici les grandes orientations, voici les opportunités, ou... Oui, entre autres, c'est ça. On s'est assis, on a fait des sessions de travail, puis on se dit, OK, où est-ce qu'on veut être dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui pour se rendre là? Puis sinon, ça a été opportuniste. Des opportunités qui se sont présentées à moi. Tu veux pas, je rentrais dans une nouvelle entreprise. Je l'ai beaucoup partagé sur les réseaux sociaux. Fait que ça l'a amené des gens qui sont... Il y a eu quelques pubs dans les abribus aussi. Les autobus, écoute. Mais... Puis dans cette planification-là, est-ce que vous avez inclus certains employés, l'équipe de leadership, ou c'était vraiment vous deux qui avez décidé? Fréquemment, les employés étaient là. C'est important d'avoir le buy-in de ton staff. Là. Maintenant, tu peux pas juste pousser des projets dans le vide. Là. Tu vas te réaliser, tu vas partir à courir, puis le monde ne suit pas en arrière. Là. Fait que, oui, c'est important. Puis, moi, on a toujours inclus l'équipe de direction puis l'équipe de production. Parce que c'est important que c'est eux autres, à la fin de la journée, qui vont produire le pain. Là. Fait que, s'ils sont pas on board ou ils viennent nous dire, écoute, on est à capacité, on l'a jusqu'ici dans la gorge, ça marchera pas. Fait que, oui, ça a toujours été de façon collaborative. Puis là, aujourd'hui, vous êtes combien d'employés? Donc là, vous avez une fabrique, 6 pignons sur rue, beaucoup de commercial. Combien d'employés? On est rendu à peu près à 85 employés. OK. Il y a une partie de ça qui est à... c'est ça fait 2 ans que tu l'as repris? 1 an et demi. Ouais. Tabarouette, quand même. Fait que ça va vite. Partie de ça qui est à temps partiel, évidemment, qui est derrière le comptoir. Mais oui, on a connu une belle expansion. Puis on continue dans cette lancée. C'est sûr qu'on est dans un contexte économique où est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui se posent des questions. Tu sais, les boulangers, ils arrivent à 60 ans, ils ont fait ça toute leur vie. C'est un métier qui est physique. Fait qu'ils arrivent peut-être à un point où est-ce que quand tu es un boulanger propriétaire, tu veux vendre ton entreprise. Fait que ça amène des opportunités, l'incertitude économique qui se passe en ce moment. Je serais curieux d'explorer votre dynamique, en fait, Evelyne Jordan, parce que, mettons, on prend un trend. Là, j'ai pas un exemple précis, mais le chocolat de Dubaï. Ouais, c'est ça que j'allais dire. T'as dit pistache, cacao. Je disais, il y a de l'influence là. Puis là, t'as ton repreneur qui t'arrive avec un trend où là, le sans gluten, là, lui, il revient d'un salon. Puis là, le smash croissant. C'est des choses que tu dis, c'est des tendances, on va pas là-dedans. Est-ce que des fois, c'est confrontant de voir justement un jeune repreneur qui arrive avec OK, là, on vend du chocolat Dubaï, puis t'es comme, hey, rentre-toi pas là-dedans, c'est une perte de temps. Ou au contraire, t'embrasses justement toutes ces idées folles un peu là? Si c'est une bonne idée, le chocolat Dubaï, je vais embarquer avec lui puis big time. Mais tu sais, je pense que faut pas stopper les nouvelles idées puis l'innovation puis vers où on peut. Ben c'est sûr qu'on a chacun, on va juger ensemble, là, on va regarder et dire OK, wow, OK, ça c'est un sacré potentiel. Puis go, là, on y va. Mais t'as pas de blocage, je pense, là, tu sais, sur des choses comme... T'es ouverte à te faire convaincre de oui. tout. Toi, Jordan, t'as pas senti de fermeture de la part d'Evelyne dans des... En fait, je pense que c'est une de ses forces, l'innovation, là, comme ça, elle a un background en marketing, en produits, en développement, puis c'est là qu'on se complète très bien. Je pense qu'elle apporte beaucoup encore à ce jour à l'amour du pain à ce niveau-là. Fait que non, moi, j'ai toujours senti de l'ouverture d'esprit. Puis même, en fait, Evelyne qui me pousse à innover, à se développer. Tu sais, je veux dire, fait qu'au contraire, ça a toujours été dans le bon sens. Mais toi, est-ce que tu te tiens au courant? Vas-tu dans des salons? Est-ce que tu regardes, je veux dire, t'es tout le temps sur Pinterest? Tu sais, comment, est-ce que tu continues à te nourrir ou tu te dis, bon, regarde, moi, j'ai vendu... Je prends un step back, tu sais, comme je relaxe. Puis mon couch. Puis... Ouais. non, mais pas nécessairement ta sauce sur son couch, mais tu sais, comme prendre un peu de recul. Puis, tu sais. Non, mais c'est quand même une belle aventure là, pour ceux là, qui veulent vendre leur entreprise. Puis tout ça, tu sais, il y a quand même des sacrées belles. C'est le fun, là, le après-vente. Puis parce que, tu sais, tu récupères un peu plus ta liberté. Tu sais, si tu as des passions, t'aimes voyager. T'aimes faire du sport, ben, tu sais, veux pas, tu peux... les vivre. Le vivre là, plus, là, tu sais. Fait que c'est comme vraiment le fun. Mais est-ce que tu te gardes au courant? À quel point tu te gardes au courant? Tu t'informes justement pour... Est-ce que tu sens que ton rôle, c'est aussi de garder l'innovation vivante ou mais tu prends un step back et tu te fies à l'équipe?
j'ai quand même voyagé pas mal. La dernière année, je me suis promenée pas mal. Puis, ben c'est sûr que je suis tout le temps, tu sais, sur le radar. Je suis tout le temps sur l'affût, je suis sur le radar. Tu sais, j'étais à une telle place, j'envoie des photos à Jordan. C'est Pinterest, ben veux pas, là, Instagram, là, tu sais, j'ai comme tous mes algorithmes, là. Je tombe sur du pain puis de la viennoiserie tout le temps, là. Fait que, puis ça, je fais, oh my God, c'est dans mes sharp. Fait que là, tu sais, je send, là, tu sais. Fait que là, après, on voit si ça tombe ou ça tombe pas, là. Mais tu sais, s'il y en a une innovation ou quelque chose de vraiment trippant, ben là, je fais pas juste la sender, je vais appeler aussi. Pour être sûr que peut-être. Ben non, mais tu sais, on va dire, hey, non, mais ça, faut le faire, là. Ça, c'est vraiment hot, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est un mix. Ouais. C'est un mix, mais je reste à l'affût. C'est ça la question, là. Oh, je reste à l'affût. Non, pour l'anecdote, 3-4 fois semaine, Evelyne m'envoie des reels avec des nouveaux produits. C'est comme, hey, j'ai vu tel truc en France ou tel truc passé à New York. Fait que oui, faut New York, je vois pas. Non, mais des fois, tu m'envoies des trucs que je sais Je fais des blagues. Ouais, c'est ça, ouais. Mais Mais ça, c'est le beau rôle quand même. C'est le fun, tu sais, justement, d'être dans le top du funnel puis de dire, il y a toutes ces idées-là, puis là, tu t'envoies ça, puis tiens, faites-le, guys. Genre, arrange-toi avec ça, là. Ouais, c'est ça. Je suis pas obligée de passer dans le grind, puis là, ça fait du sens financièrement, puis il va le faire. Jalousie de ta part. Non, pas du tout. Non, mais je trouve que c'est quand même un beau rôle d'être dans le rôle inspirationnel, puis d'être pas nécessairement dans le maintien du quotidien. Exact. Ça, c'est vraiment. Est-ce que c'est un rôle que tu aurais aimé jouer avec, justement, Orage, les Collision, là, qui était le. Ouais, Coalition. Coalition, pardon. Ouais. Est-ce que, justement, cette transaction-là était tellement différente que tu pouvais pas rester, il fallait que tu passes à autre chose? Ben, c'est quand même, ça a été acheté, c'est resté au Canada, là. C'est un fonds de l'Ontario. Puis, tu sais, j'aurais pu peut-être, tu sais, continuer avec eux, mais tu sais, c'est quand même, la structure était quand même rendue plus grosse. C'est rendu plus financier. C'est rendu plus financier. Puis, ben, tu sais, veux pas, ils te voient aller, tu sais, tu dis, ah, bon, tu sais, elle vient de sécuriser son patrimoine. Fait que là, tu sais, si on la fait chier trop, là, ben, elle va partir. Fait que là, je deviens peut-être une menace pour eux autres, là. Fait que, tu sais, ils me tassaient tranquillement quand même, là, du processus de développement de produits. Puis moi, c'est ça que j'aime, le développement de produits. Fait que là, bon, là, j'étais, tu sais, au niveau, tu sais, plus social, là, les fondations, puis tout ça. Puis là, ben là, c'est moi qui faisais toutes les soirées de fondation. C'est correct, là, mais j'aimais ça. Je rencontrais du nouveau monde. Puis j'ai trouvé ça intéressant aussi de les impliquer plus dans les fondations, là, Coalition. Moi, j'appelais ça le rôle de mascotte. Ouais, mascotte. Ouais. C'est comme, reste là, mais t'es monsieur biogénique. Là, on t'envoie, puis mais dans les meetings, par contre, on t'invite plus. Ouais, ça fait mal, hein, ça. Ça, c'est tough. Ouais, ça, c'est tough. Fait que, est-ce que OK, mais là, tu sais, c'est ça. Mais là, moi, avec Jordan, c'est pas pareil. C'est ça, la relation me semble vraiment différente. C'est pas la même grosseur que la Coalition était, tu sais. Fait que là, puis on était une plus grosse équipe, là, c'est une plus petite équipe. Puis, tu sais, je pense que j'ai, tu sais, j'ai encore beaucoup, j'avais beaucoup à donner aussi à Jordan, là, qu'on a vendu. Fait que c'est pas la même, tu sais, toutes les transactions sont différentes. Toutes les ventes sont différentes. C'est ça, c'est read pas la même chose. Finalement, tu finis. Est-ce que, justement, d'avoir vécu une première fois t'a aidé à la deuxième? Trouves-tu que tu avais des... Oui, par exemple, oui. Mais là, je l'ai vécu plus tout seul parce que là, tu sais, ben, j'ai quand même des partenaires qui étaient avec moi à l'Amour du pain, mais je l'ai vécu quand même un peu plus tout seul parce qu'avec Coalition, ben, tu sais, j'étais avec Éric Danjou, j'étais avec Alain Nollet, Jean-Pierre Ferrandez, puis on était plus une plus grosse équipe. Fait que oui, j'allais au meeting de vente puis je vendais le côté produit puis développement de produits puis la créativité. Mais tu sais, chacun portait son chapeau aussi dans cette transaction-là, tandis que la transaction avec l'Amour du pain, ben là, c'était pas mal moi le chapeau. Fait que t'étais au courant de tout. J'étais au courant de tout, puis ouais, c'est ça. Parce que les autres, c'était des partenaires, mais tu sais, pas actifs dans l'entreprise. Fait que ça a été différent. Ouais. Puis merci tellement de votre transparence. Puis honnêtement, moi, ça a été un business case HEC qu'on devrait étudier parce que ça semble être une transaction qui a été agréable, qui a bien été, qu'on devrait justement répéter s'il y en a qui pensent vendre leur entreprise. Ouais. Ça a été une façon de faire, un playbook, somme toute, vraiment gagnant-gagnant, si je ne me trompe pas. Absolument. C'est fructueux, là. Regarde je veux dire, une énorme croissance en 1 an et demi. On a l'air très heureux. Moi, je trouve que c'est très... C'est gagnant. inspirant. Ouais.
Jordan, Evelyne, si vous aviez peut-être un conseil à donner au Québec Inc. qui souhaite vendre, qui souhaite acheter, ça serait lequel, justement, en conclusion, Jordan? Ben, peut-être plus d'un... J'ai jamais vendu de business. Fait que moi, d'un côté acheteur... c'est Mettons très que tu as 38 000, 40 000 repreneurs qui t'écoutent. Ouais, c'est ça. Non, ben, Mettons. Mettons. Je leur dirais que c'est important de faire les analyses, c'est important de faire ses devoirs, il faut comprendre l'entreprise, il faut faire son due deal, tu sais. Mais à un moment donné, quand tu sais que les choses fonctionnent, quand tu sais que les mathématiques, elles marchent, fonce. Comme, il n'y aura jamais de business parfait dans la vie. Il va tout le temps avoir des petits trucs qui ne fonctionneront pas. Mais si tu te vois opérer cette entreprise-là, tu es bien avec le produit que tu vends, tu y crois, fonce. Parce que sinon, tu vas rester paralysé. C'est trop facile de se trouver des excuses. J'avais entendu dire, dans la vie de tout entrepreneur, il y a un moment où je me suis dit, fuck it, on va voir ce que ça donne. Ben, c'est un peu ça. C'est un move naïf. Il faut que tu prennes le leap. Il faut que tu prennes, avec ce que tu sais, tu as confiance, go. Puis ça va. Dans tous les cas, la ride, elle va brasser. Fait que. Choisis ta ride. C'est ça. Toi, Evelyne, si tu avais à parler, mettons, aux cédants du Québec qui hésitent, qui doutent de vendre, je vais peut-être justement juste la fermer quand ça ne tentera plus. Qu'est-ce que tu leur dis? Il ne faut pas faire ça. Hein? Il faut que ça continue. Il faut que les entreprises au Québec, 50 000 entreprises d'ici 5 ans qui vont être à vendre, il faut que ça reste là. Il faut que ça continue à évoluer. Puis tout ça. Fait que, en quelque part, quand vous sentez, tu es un entrepreneur, tu penses de peut-être vendre, commence à préparer quand même. Il faut préparer un peu là, quand même cette vente-là. Puis il faut que tu ailles, puis c'est long de rencontrer ton premier chum, là, tu peux être chanceuse là, de le trouver dans le premier party que tu vas, là, mais ça se peut que tu aies plusieurs parties à avoir pour dire « OK, ça, ce gars-là, c'est extraordinaire ». Fait qu'en tout cas, le côté humain là, de faire un bon match là, avec quelqu'un, ça se peut que ça soit dans les premières rencontres, mais ça se peut que ça soit peut-être plus tard dans le processus. Regarder, voir à l'intérieur de ton entreprise. Tu as du monde qui serait tripante à reprendre ton entreprise. Après, tu regardes tes compétiteurs, tes fournisseurs. Il faut que tu te mettes dans le mindset là, que oups, OK, là, il va peut-être y avoir un changement qui va se passer. Je veux peut-être vendre mon entreprise. De faire un peu de préparation parce que la journée que tu es comme plus capable, que c'est là dans la gorge de ton entreprise, ça sera pas une belle ride. Là. Tu vas vendre tout croche puis tu veux qu'elle reste, là, ton entreprise, tu veux qu'elle grossisse, tu veux que le monde qui sont là, tu les aimes, là, ton monde, pour que, avec qui tu as travaillé puis qui t'ont amené là, tu veux qu'il y ait de l'avenir pour eux. Fait que, juste de la préparation, peut-être. Tellement. Pas attendre au bout du rouleau. Pas au bout du rouleau, là. Ne pas avoir peur de bouncer l'idée. Ouais. C'est pas grave de juste comme socialiser le fait de je vais peut-être vendre un jour. En fait, c'est ça que je retiens, c'est que tout le monde est un cédant un jour. C'est ça. Même toi, Jordan, est-ce que c'est dans ton esprit, même si c'est juste 2 ans dans la ride, est-ce que tu dis un jour je vais être un cédant ou? C'est sûr qu'un jour ça va arriver. Je suis pas rendu là encore dans ma tête. Il y a tellement à faire encore, mais c'est sûr. Là. Les entrepreneurs sont groomés pour bâtir des business, mais pas pour les vendre. Fait que c'est comme pas naturel comme réflexe. Je le vis avec mon père qui est encore en entreprise, mais je pense que ça fait partie d'une réalité. Tu vas falloir que tu cèdes ton entreprise un jour. Là. Tu pourras pas mourir avec. Là. C'est un processus émotionnel. On est tellement accrochés que c'est vrai, on est tellement des bâtisseurs qu'on pense pas au moment où il va falloir se détacher, que les enfants vont... ou que l'enfant va voler de ses propres ailes, qu'il va falloir être légué. Jordan, Evelyne, merci énormément d'être venu au Dérangeant. Marie-Josée, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette belle découverte, ma foi. C'était vraiment un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Et vous à la maison, n'hésitez pas à poser vos questions, réagissez à nos épisodes, posez-nous vraiment vos craintes. On veut interagir, on veut savoir ce qui traverse votre esprit et abonnez-vous, que ce soit sur Google, Spotify, Apple Podcast, on est partout. Allez voir le site web www.lesderangeants.com pour une foule de ressources. En fait, pour vous aider, allez voir le site web du MEIA qui vraiment aide et accompagne justement les cédants d'entreprise pour que les entreprises du Québec restent ici. C'était Étienne Crevier qui vous remercie d'avoir été là et vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!